Il y a 2000 ans, il paraît que les étoiles ont guidé les premiers copains du petit Jésus, vous savez, les très riches rois mages. C'était un peu plus romantique que les panneaux indicateurs Bethléem, 52 km. Il y a 500 ans, on croyait que les étoiles étaient accrochées dans le ciel comme des boules à un sapin. Ça, c'était pour les imbéciles heureux. Aujourd'hui, on ne raconte plus rien sur les étoiles, ou plutôt si, qu'elles sont formées par condensation à partir d'un nuage de gaz et de poussière, etc., etc. Mais ça ne fait plus rêver, ça. Heureusement, il nous reste leur scintillement avec la nuit pour complice. Elle reste si belle que ça nous suffit. La première chose à dire sur les étoiles, c'est sans doute les origines de l'astronomie. Ils remontent sans doute à la fascination que les hommes éprouvent lorsque, chaque nuit, dans le ciel nocturne, on observe que les étoiles occupent des dispositions régulières, que les hommes ont appelées des constellations. Il faut bien réaliser que ces figures du ciel ne sont que des effets de perspective. Prenons une constellation bien connue comme la Grande Ourse. Eh bien, les étoiles principales de la Grande Ourse sont regroupées dans le ciel par un simple effet de perspective parce qu'en fait, elles sont à des distances extrêmement différentes. L'une de ces étoiles est relativement proche, à quelques années-lumière, et l'autre étoile, et d'autres étoiles sont beaucoup plus lointaines. La deuxième chose, c'est comprendre le fonctionnement même des étoiles. Et ça, c'est le propos de la branche de l'astronomie qui s'appelle l'astrophysique, c'est-à-dire lorsqu'on étudie la physique même des objets célestes. Eh bien, au début du XXe siècle, on a compris comment fonctionnait le Soleil. Le Soleil, c'est une étoile, mais il se situe où exactement dans la Voie lactée ? Comment se répartissent les étoiles dans l'espace ? Eh bien, les étoiles, en tout cas les étoiles que nous voyons à l'œil nu ou au télescope, il y a environ 6000 étoiles que nous pouvons voir à l'œil nu et plusieurs millions d'étoiles que l'on observe dans les télescopes, se regroupent dans un vaste système qui s'appelle notre galaxie, et qui porte un nom, en fait, qui est la Voie lactée. Alors, pourquoi j'ai un disque entre mes mains ? Eh bien, ce disque est en quelque sorte une figuration de notre galaxie, de la Voie lactée, dans laquelle se trouve notre Soleil. Pourquoi ? Eh bien, parce que la galaxie, c'est un système d'environ 100 milliards d'étoiles, mais dans lequel, en fait, la plupart des étoiles sont regroupées sous la forme d'un disque extrêmement mince, et le rapport entre le diamètre de notre Voie lactée et son épaisseur est à peu près le même rapport que celui de ce disque microsillon. Donc, c'est pour ça que je fais une figuration de notre Voie lactée par un disque microsillon. En fait, dans une galaxie spirale comme notre Voie lactée, il y a 3 composantes principales. Il y a le disque, qui lui-même, en fait, est constitué de bras spiraux, que l'on ne voit pas ici. Il y a ensuite un renflement central qui s'appelle le bulbe, où le cœur de la Voie lactée est ici, et sans doute ce qu'on appelle le halo de la galaxie, constitué d'un nombre plus faible d'étoiles. En tout cas, enfin, peut-être pas d'un nombre plus faible, mais des étoiles, il est possible que le halo de la galaxie soit peuplé de milliards d'étoiles, mais des étoiles très petites et très peu brillantes. Le Soleil, étant une étoile ordinaire, appartient au disque de la galaxie. Dans ce disque microsillon représentant la galaxie, le Soleil serait situé à peu près ici, c'est-à-dire assez loin du centre, assez près du bord. Il faut savoir également que la galaxie tourne sur elle-même dans son ensemble, comme ceci, et le Soleil accomplit une rotation complète autour de la galaxie en un temps qui nous paraît assez long, qui est un temps de 200 millions d'années. Comme l'origine de la galaxie remonte à environ 10 milliards d'années, eh bien on peut calculer que le Soleil a accompli simplement une 50aine de tours depuis la naissance de la galaxie. Les étoiles, ça brille. Mais d'où vient cette lumière ? On peut se demander d'où provient la fantastique énergie émise en permanence par les étoiles. Eh bien, elle provient du cœur de ces étoiles. Le cœur de ces étoiles est une sorte de véritable réacteur nucléaire qui fabrique de l'énergie. Alors, comment fabrique-t-il de l'énergie ? Eh bien, le composant essentiel des étoiles, c'est de l'hydrogène, l'élément le plus simple de l'univers, le principal constituant de l'univers. Au centre des étoiles, comme le Soleil, les températures, les pressions, les densités sont si élevées que les atomes d'hydrogène rentrent en collision extrêmement violente les uns avec les autres et peuvent rester collés pour former des noyaux atomiques plus lourds, en l'occurrence un noyau d'un élément qu'on appelle l'hélium. Et lors de cette réaction qu'on appelle une réaction de fusion, parce qu'il y a quatre noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour former un noyau d'hélium, il y a une libération d'énergie. Et cette libération d'énergie, qui se fait donc chaque instant par des milliards et des milliards de fusions, qui se propage à travers le Soleil et, parvenu à la surface du Soleil, produit le rayonnement que nous recevons sur Terre et qui baigne l'ensemble du système solaire. Et toutes les étoiles fonctionnent sur ce principe, un carburant, l'hydrogène, qui brûle peu à peu pour produire de l'énergie. Qu'est-ce qui éteint les étoiles, Monsieur Luminet ? C'est vous ? Le destin des étoiles
dépend essentiellement de la masse de l'étoile. Pour les étoiles relativement moyennes, de masse modeste, c'est le cas du Soleil, eh bien, la fabrication d'éléments atomiques, d'éléments chimiques au centre de l'étoile s'arrête à la formation d'éléments relativement légers, tels que le carbone. Et à partir de là, l'étoile va commencer à connaître de grands bouleversements. Il faut voir que la vie d'équilibre d'une étoile est une sorte d'ajustement extrêmement précaire entre la force de gravité qui aurait tendance à faire se contracter l'étoile sur elle-même et précisément le débit d'énergie interne de l'étoile qui aurait tendance au contraire à la faire exploser. Alors heureusement que les étoiles connaissent de grandes phases de stabilité où ces deux forces se compensent exactement. Mais lorsque le carburant commence à s'épuiser, eh bien la gravité finit par l'emporter et l'étoile a tendance à s'effondrer sur elle-même. En ce qui concerne le Soleil, eh bien, le Soleil, avant de se contracter, va connaître, dans un futur très lointain, environ 5 milliards d'années, une phase où, au contraire, il va se mettre à gonfler. Il va devenir une très grosse étoile que l'on appelle une géante rouge. Géante parce qu'elle est très grosse, rouge parce que la surface va se refroidir à des températures de seulement 2 à 3 000 degrés. Et d'ailleurs, en se refroidissant, le Soleil va englober même l'orbite terrestre. Donc, le destin final de la Terre est lié à celui du Soleil. Alors, le destin du Soleil, c'est le sort d'environ 95% de toutes les étoiles. Maintenant, il y a des étoiles plus massives que le Soleil. Les étoiles plus massives que le Soleil connaissent un destin plus spectaculaire. Parce qu'en fait, lorsque le carburant au centre de ces étoiles très massives est épuisé, eh bien, la contraction gravitationnelle va être extrêmement violente, extrêmement brève, extrêmement puissante, et va former, premièrement, un résidu central, une sorte de cadavre stellaire extrêmement massif et extrêmement dense, qui s'appelle soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, selon les cas de figure. Et deuxièmement, l'enveloppe de l'étoile au cours de ce processus est violemment éjectée dans l'espace extérieur, dans un phénomène que l'on appelle le phénomène de la supernova. Moi, rien que le nom, les trous noirs, ça me donne envie de partir en courant. Les trous noirs, mon Dieu, ça n'a pas l'air engageant ce truc-là. Ça doit être pire qu'un trou à rats. Remarquez, heureusement, ils sont à des milliards d'années-lumière et le temps qu'ils arrivent, jusqu'ici, on est tranquille pour un bout de temps. Bon, maintenant, expliquez-moi la théorie de la relativité, car je n'y ai jamais rien pigé. Au début du siècle, Albert Einstein a proposé une vision tout à fait différente de la gravitation et qui, en fait, a complètement bouleversé les notions mêmes d'espace, de temps, de matière et de lumière. Cette vision, c'est la suivante. Pour lui, la gravitation n'est pas du tout une force, mais c'est une manifestation du fait que l'espace et le temps eux-mêmes ont une certaine forme, une certaine géométrie, qui n'est pas la géométrie euclidienne que nous avons apprise à l'école, mais qui est une géométrie courbe. Il a introduit la notion d'espace-temps courbe. Alors, c'est assez compliqué à parler, sa théorie s'appelle la relativité générale, c'est assez difficile à décrire, et je veux prendre l'analogie de ce que j'appelle le tissu élastique. Pour figurer la courbure de l'espace-temps, imaginons un tissu élastique. Eh bien, Einstein nous dit que l'espace et le temps, en l'absence de toute matière, est parfaitement plat, n'a pas de courbure. Pour visualiser la forme de l'espace et du temps, on regarde les trajectoires des rayons lumineux. Dans le vide, les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Et donc, on peut figurer la trame du tissu élastique comme étant tissée par les rayons lumineux qui sont effectivement parallèles. La théorie d'Einstein nous dit maintenant, lorsque dans le tissu de l'espace-temps, il y a un corps massif, par exemple une étoile, eh bien, l'étoile imprime un léger creux au tissu élastique de l'espace-temps. C'est-à-dire, cela se traduit par le fait que les trajectoires des rayons lumineux et des particules est légèrement infléchie, dévie de la ligne droite en passant à proximité des masses. Donc, la gravitation n'est plus interprétée comme une force, mais par simplement une courbure de l'espace-temps. Si j'avais ici une toute petite bille, eh bien, l'orbite des planètes serait simplement le fait que les planètes se déplacent librement, presque en ligne droite, mais une ligne droite dans un espace courbe, en l'occurrence des ellipses. Einstein nous dit également, au plus la masse est importante, au plus la déformation du tissu élastique est importante. Je mets ici une étoile, par exemple, plus massive. Le puits qui est creusé dans le tissu élastique de l'espace-temps est plus profond. En poussant cette idée le plus loin que l'on puisse faire, eh bien, on aboutit à la notion de trou noir, où le trou noir serait en fait un corps tellement massif et tellement dense que le tissu élastique serait en quelque sorte crevé, c'est-à-dire en fait que toutes les particules, ici, seraient définitivement avalées, y compris même les rayons lumineux, qui, une fois rentrés, ne pourraient plus ressortir. Ah, monsieur Luminet, merci. Pour la première fois de ma vie, je comprends quelque chose au barinta d'Einstein. Mais dites donc, monsieur Luminet, ça ressemble pas mal à un barésie, votre tissu élastique de l'espace-temps. Vous seriez pas trompé d'émission par hasard? Bon, allez, j'espère que vous serez plus sérieux demain pour nous parler des galaxies. Au revoir.